Radio Mali, 13h à Bamako, 13h à Aguelhok. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition du Mali Actualité, merci de nous rejoindre. Assainir Bamako ou du moins enlever une partie de ces immondices qui ont encore débordé à cause de la fête des Tabaski, c'est la tâche pénible qui échoua à la délégation spéciale de la mairie du district. Au lendemain de la fête, ces équipes de nettoyage et celles de l'ORTM se sont rencontrées au Grand Marché. Les constats de notre reporter Youssouf Diakité dans ce journal. Environnement avec Agibou Koulibaly, il nous parle de la contribution du PNUD à la prise en charge des conséquences du changement climatique au Mali. Et puis du football, fin de la première journée de l'Euro 2024 en Allemagne hier et début de la journée de la deuxième journée aujourd'hui. En Afrique, tirage au sort prévu des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. L'information sportive, c'est avec Aridou Matina. Mesdames, Messieurs, bonjour. La fête des Tabaski occasionne la production d'une plus grande quantité de déchets. Notre équipe de reportage, conduite par Youssouf Diakité, s'est rendue hier au Grand Marché de Bamako pour voir comment le ramassage de ces immondices s'est fait. Elle a trouvé sur place les agents de la délégation spéciale de la mairie du district en pleine activité de nettoyage. Suivant. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako est quotidiennement à pied d'œuvre pour l'assainissement de la ville de Bamako de façon générale. Nous sommes au grand marché de Bamako. Les acteurs du marché s'expriment. Boubacar Konaté, commerçant détaillant. Sugu sanialiko abe dépend à organisation à l'abenente gagné quoi. L'assainissement du marché dépend en grande partie de l'organisation des acteurs du marché eux-mêmes. Par exemple, nous nous sommes organisés pour que les gens ne déposent pas d'ordures. Seydou Berté, commerçant détaillant. Chaque jour, je vois les gros camions de la voirie qui viennent ramasser les déchets. Mais avant qu'ils ne viennent, parfois, on peut s'organiser pour ramasser. Parce que les ordures ne sont pas du tout bien pour la santé. Au Mali, 45% de la population ont accès à un assainissement de qualité. C'est dur que beaucoup reste à faire. C'est pourquoi les autorités de la transition ont instruit à la délégation spéciale de la mairie du district de prioriser les actions en matière d'assainissement. Lieutenant-colonel Sekou Batraoré, directeur de la voirie. De façon quotidienne, la mairie du district, à travers la direction des services urbains de voirie et d'assainissement, intervient au niveau du grand marché. Cette intervention se passe avec une machine, c'est-à-dire un chargeur, 6 camions. Ça, c'est de façon quotidienne, matin et soir. Alors, pour la circonstance de la fête, nous avons augmenté le nombre d'engins qui interviennent là-bas à 8. C'est-à-dire de 6, on est allé à 8. Donc, chaque matin, chaque soir, ces équipes vont intervenir. L'augmentation du nombre d'engins va continuer jusqu'à 3 jours, c'est-à-dire jusqu'au jeudi. Au fait, les déchets produits au niveau du grand marché, l'intégralité ne vient pas du marché. Au fait, la population environnante aussi en profite parce qu'elle sait que la DECIVA intervient tous les jours, matin et soir. Beaucoup de résidus d'abattage de moutons là-dedans. Ça, ce n'est pas un déchet qui provient du marché. Pour arriver à l'objectif assainissement pour tous, chacun doit y mettre du sien, puisqu'un lieu malsain affecte dangereusement le milieu physique, mental et l'ensemble de la communauté. Atelier d'échange relatif au rapport sur la situation des enfants et adolescents du Mali, communément appelé CITAN, une analyse menée pour aider le Mali à mieux sélectionner et organiser ses programmes en faveur de cette couche vulnérable de la société. Le rapport de 148 pages a été élaboré par le gouvernement et l'UNICEF avec le concours de leurs partenaires stratégiques. Awa Adama Koulibaly. Validé en février dernier par les parties prenantes, le rapport de l'analyse sur la situation des enfants et adolescents du Mali est en phase d'être vulgarisé. Cette couche représente plus de 50% de la population malienne
et sa prise en charge nécessite une attention particulière. Des orientations largement détaillées dans le présent document. Mama Sabé, enfant parlementaire et jeune défenseur des droits de l'enfant pour l'UNICEF. J'ai eu la chance de donner mes impressions sur ce rapport, de le lire, et je m'en ferai le relais auprès des enfants de mon quartier, mais aussi un outil de plaidoyer que j'encourage tous mes camarades parlementaires à chaque fois que l'occasion se présente pour qu'ensemble nous contribuions au socle du Mali de demain. Cette 5e production de rapport issue de la collaboration Mali-UNICEF révèle des progrès notables dans l'application des droits des enfants de 2019 à 2023, notamment une baisse du taux d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance. Andrea Berter, représentante adjointe de l'UNICEF au Mali. Nous notons avec satisfaction que le gouvernement de Mali et ses partenaires de développement mettent davantage l'accent sur les droits des enfants en développement et en mettant en place des politiques qui contribuent à leur plein potentiel avec un focus sur les plus démunis et de ne laisser personne de côté. Amadou Moro, conseiller technique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Malgré ces progrès, le pourcentage d'enfants qui décèdent entre la naissance et leur premier anniversaire est passé de 56 pour 1000 en 2015 à 60 pour 1000 en 2022. Deuxièmement, le taux d'achèvement au secondaire général reste très faible, à 19,46% en 2023. Les ministères impliqués, l'UNICEF, les ONG nationales et internationales, ainsi que les structures connexes ont jusqu'en novembre 2028, soit 5 ans, pour bien étudier les différentes données, afin de mieux se préparer pour le 6e document de référence qui se veut mieux étoffé. Combattre l'esclavage et la discrimination fondée sur l'ascendance au Mali, c'est l'intitulé d'un projet démarré en octobre 2019. La première phase vient de prendre fin. Le projet touche plusieurs localités du pays et est conjointement exécuté par l'association TEMED et l'Organisation internationale du travail. Il mène des activités de plaidoyer en faveur des victimes de l'esclavage. La première phase a été faite au cours d'un déjeuner de presse. Tchemoko Konati. 7 personnes, dont 2 femmes victimes d'esclavage par ascendance, représentent leurs familles respectives à ces déjeuners de presse. Contraintes à quitter leur localité d'origine, ces compatriotes trouvent refuge à Bamako et dans certains quartiers de la périphérie, et ce depuis un certain temps. C'est le cas d'un nommé Ouara Diara, originaire du cercle de Diamant, actuellement logé à la Cité des Enfants. Il nous a empêchés de cultiver pendant 3 ans. Pour la simple raison que nous avons refusé l'esclavage. Pendant la dernière décade du mois de Ramadan, ils sont venus nous agresser après avoir lancé un ultimatum. Je suis né en 1971. Mon père ne m'a jamais raconté une histoire pareille. Comme lui, ils sont nombreux les concitoyens à connaître d'autres formes d'exaction, entraînant parfois des assassinats. Cette problématique qui a depuis des lustres marqué la région de Kaye s'est transportée à la longue dans d'autres localités du pays, notamment le centre et le septentrion. D'où l'initiation en octobre 2019 du projet dénommé « Combattre l'esclavage et la discrimination fondée sur l'ascendance au Mali ». Le projet en question est conjointement exécuté par l'ONG TEMET et l'Organisation internationale du travail. Ibrahim Assissé, coordinateur national du projet. Nous avons inséré dans la vie socio-économique 90 victimes, dont 71 femmes et 19 hommes. Et celles-ci avaient bénéficié de ce qu'on appelle la formation GERM, c'est-à-dire une formation en gestion d'entreprise, compétences entrepreneuriales et gestion financière. Et elles ont été aussi appuyées par des formateurs locaux GERM que nous avons mis en place dans ces régions. Entre autres actions de haute portée que les initiateurs doivent en partie à l'apport des autorités. Areichat Oualet Altanata, vice-présidente de l'association TEMET. Nous avons le code de procédure pénale en attente d'adoption au niveau du CNT. Nous avons pour une première fois la criminalisation du phénomène de l'esclavage dans la Constitution du Mali. Nous avons eu pour la première fois des assises spéciales sur les questions d'esclavage au niveau de la région des Kaye. C'est entre autres des résultats que nous avons obtenus à travers la collaboration avec les autorités. Et nous sommes en train d'intensifier encore le plaidoyer à tous les niveaux.
Pour ce qui concerne la deuxième phase, les travaux ont véritablement démarré en mars dernier pour une durée de 15 mois. Cette autre phase s'inscrit dans la poursuite des actions de plaidoyer et d'insertion d'autres victimes d'esclavage par ascendance au Mali. 13h10. Bamako, sur le continent, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye poursuit ses visites après son investiture du 2 avril dernier. Il est attendu aujourd'hui en France pour sa première visite officielle pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron. L'information a été donnée hier par la présidence du Sénégal. Selon cette source, le président Faye prendra part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale à l'invitation de l'Alliance du vaccin Gavi et de l'Union africaine. Un sommet qui a lieu demain. À l'issue de cet événement, le chef de l'État sénégalais sera convié à un déjeuner par son homologue français. Au Tchad, un dépôt de munitions de l'armée a pris feu hier soir dans la capitale. Une explosion qui a causé la mort de nombreuses personnes. Elle a fait des blessés et des dégâts matériels. Selon le président Mahamat Déby Itno, la cause de l'incendie n'a pas été élucidée. Il présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Une enquête est en cours selon le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamala. Celui-ci ajoute que la situation a été maîtrisée grâce aux agents de sécurité et de santé déployés sur le terrain. En Iran, au moins 4 personnes ont perdu la vie et 120 autres blessés dans le nord-est du pays. C'est suite au séisme qui a eu lieu hier. L'Iran est particulièrement vulnérable au séisme en raison de sa position qui est à la rencontre de plusieurs plaques tectoniques. Selon les responsables du Croissant Rouge, des équipes de secours ont été déployées dans la région et 3 camps provisoires ont été installés. Le séisme a également touché le Turkménistan et l'Afghanistan, a annoncé le Croissant Rouge. Le président russe Vladimir Poutine a entamé aujourd'hui en Corée du Nord sa toute première visite officielle. Une délégation composée de plusieurs hauts fonctionnaires, dont les vice-premiers ministres Denis Mantourov, les ministres de la Défense Andrei Belousov et les ministres des Affaires étrangères Sergei Lavrov, a été reçue par le président Kim Jong-un à l'aéroport de Pyongyang. Cette visite de 2 jours a pour but de conclure un accord d'assistance mutuelle entre les deux pays en cas de conflit similaire à celui de l'époque soviétique. Sport, football, le Euro 2024 en Allemagne, la première journée des rencontres de groupe a pris fin hier. La deuxième journée des poules s'ouvre aujourd'hui avec 3 matchs. Sur le continent, éliminatoire CAN 2025 au Maroc, le tirage au sort des rencontres de groupe est prévu le 4 juillet prochain. Déjà, la Confédération africaine de football CAF a rendu public la composition des 4 chapeaux regroupant les 48 pays concernés par ces éliminatoires. L'actualité sportive avec Ari Dumatina. Sur le continent, les chapeaux des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc sont désormais connus. La Confédération africaine de football a publié les 4 chapeaux. 48 pays sont répartis en 4 lots basés sur l'actuel classement FIFA des Nations du mois de juin. Dans le chapeau 1, il y a le Maroc, pays hôte de l'événement qualifié d'office, la Côte d'Ivoire, vainqueur de la dernière CAN, le Nigeria, finaliste, l'Afrique du Sud, la RD Congo, le Mali, l'Égypte, le Cameroun, la Tunisie, le Sénégal, le Ghana et l'Algérie. Pour le chapeau D, nous avons également 12 nations, le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, la Zambie, le Bénin, la Guinée équatoriale, l'Angola, l'Ouganda, le Mozambique, Madagascar et le Kenya. Le chapeau 3 est également garni avec les nations suivantes, la Namibie, la Mauritanie, le Congo, la Tanzanie, la Guinée-Bissau, la Libye, les Comores, le Togo, le Soudan, la Sierra Leone, le Malawi et la République centrafricaine. Quant au 4e chapeau, il regroupe le Niger, le Zimbabwe, le Rwanda, la Gambie, le Burundi, le Botswana, l'Éthiopie, le Lesotho, le Libéria, Eswatini, le Soudan du Sud et le Tchad. À noter que les équipes des mêmes chapeaux ne se rencontrent pas. Le tirage au sort est prévu le 4 juillet prochain en Afrique du Sud. Rappelons que les 48 pays seront répartis en 12 groupes de 4 équipes. Les équipes s'affronteront durant 6 journées à partir de septembre 2024. Les 2 premiers de chaque groupe composteront leur billet pour la phase finale de la CAN 2025 au Maroc. Euro 2024 en Allemagne, 17e édition.
Les 2 dernières rencontres de la première journée, prévues dans le groupe F, ont été jouées hier. La Turquie, portée par son jeune prodige du Real Madrid, Arda Güler, s'est imposée 3-1 devant la Géorgie. Et le Portugal l'emporte dans les arrêts de jeu 2-1 contre la République tchèque. Ainsi, chaque équipe a désormais fait une sortie après quelques jours de compétition. Hormis la Belgique et la Croatie battues, sinon les autres prétendants au titre, qui sont l'Allemagne, la Nationalmannschaft, la Roa espagnole, les Bleus de France, l'Angleterre, les Freelands et la Squadra Azzurra d'Italie se sont imposés lors de leur première apparition. Début ce mercredi de la 10e journée des matchs de poule avec 3 affiches. L'Allemagne qui affronte à 16h la Hongrie et la Suisse qui sera face à l'Écosse à 19h peuvent se qualifier en cas de victoire pour les 8e de finale. À suivre également Croatie-Albanie. Chronique de l'environnement. Le programme des Nations Unies pour le développement collabore avec le Mali pour faire face aux aléas liés au changement climatique. Dans cette optique, le PNUD renforce les capacités nationales, finance des projets innovants et promeut une sensibilisation accrue. Ces actions prennent en compte la sécurité climatique afin de bâtir une résilience durable au sein des communautés maliennes. Plus de détails dans la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Le PNUD s'engage à renforcer les capacités institutionnelles et techniques du Mali pour élaborer et mettre en œuvre des politiques environnementales efficaces. La sécurité climatique est un concept central dans les efforts du PNUD au Mali. Il s'agit de réduire les risques climatiques qui menacent non seulement l'environnement, mais aussi la stabilité économique et sociale du pays. En intégrant des mesures de sécurité climatique, le PNUD aide à anticiper et à gérer les impacts des événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses et les inondations. Des systèmes d'alerte précoce et des plans de réponse d'urgence sont mis en place pour minimiser les dommages et protéger les populations vulnérables. Dr Oumar Tamboura, représentant du chef de file des partenaires techniques et financiers du sous-secteur de l'environnement et changement climatique. Le PNUD, dans le cadre des changements climatiques au Mali, accompagne déjà le gouvernement, déjà dans la révision de la contribution déterminée au niveau national, qui n'est autre que la contribution du Mali à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. On voit aussi que l'engagement politique se manifeste de plus en plus, ce qui est vraiment salutaire. Et au regard de l'évolution du contexte climatique, je crois que c'est très important que les politiques, en tout cas, s'engagent davantage. Et vous aurez compris qu'au-delà des politiques, même les communautés, la jeunesse ne doit pas rester en marge, que quand il s'agit c'est la jeunesse qui est concernée en premier lieu. En outre, le PNUD facilite des partenariats entre le gouvernement, les ONG, les institutions académiques et les autres agences de l'ONU. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il faudrait avoir une vision holistique pour pouvoir arriver à bout de ces problèmes-là et pour pouvoir adopter des politiques et des stratégies qui vont permettre de renforcer la résilience de nos populations, d'élaborer des stratégies nationales de sécurité climatique avec le programme des Nations Unies pour le développement, l'autorité du Liptako Gourma aussi qui est un de nos partenaires. L'accompagnement du gouvernement malien par le PNUD dans la lutte contre le changement climatique est multifacette et essentiel pour bâtir un avenir durable. En renforçant les capacités institutionnelles, en finançant des projets innovants, en promouvant l'agriculture durable et la gestion efficace des ressources en eau et en sensibilisant les communautés, le PNUD contribue de manière significative à la résilience du Mali face aux défis climatiques. Une collaboration continue et renforcée entre tous les acteurs reste cruciale pour surmonter ces défis et garantir un développement durable pour les générations futures. Merci Agibou Koulibaly. Fin de cette édition, une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne par Marcel Tessogué, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Après nous, les avis et communiqués avec Assita Tangara. Merci de nous avoir écoutés.